investissement de la Cour qui a été fait dans ce domaine. Et je veux dire aussi que Christian Martin a un avantage, c'est que souvent on voit la Cour, moi je le dis parce que c'est plus facile pour moi de le dire, avec un certain nombre de magistrats financiers qui sont un peu hors sol. Il a été élu dans une collectivité importante, donc c'est un sujet qu'il connaît également comme praticien. Merci, bonjour à tous. Donc je vais intervenir du point de vue des juridictions financières, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, c'est-à-dire en fait sur un volet de la transparence qui concerne les métiers de ces juridictions financières, et donc ils ne vont pas forcément aussi loin que certaines des dimensions qui ont été abordées par les intervenants précédents, et notamment les élus qui sont à ma droite. Le point commun, évidemment, c'est que cette transparence et de la gestion locale, des finances locales, est profondément un enjeu démocratique majeur. Je pense que, et là je rejoins ce qui a été dit, son développement est un enjeu à la fois de l'évolution du métier, des métiers des élus. Et c'est vrai que dans le contexte de plus en plus tendu qu'ils vivent et qu'ils vont vivre, ils vont avoir à s'expliquer, à expliquer davantage leurs choix. Et c'est le prix, je pense, à accepter pour conserver leur légitimité et leur capital de confiance. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la transparence, on l'oublie aussi parfois, est également un outil d'amélioration de la gestion locale. Ce n'est pas que pour contrôler les élus en tant que gouvernants, en tant que responsables que la transparence exerce, c'est aussi pour faire en sorte qu'on améliore des choix de gestion au quotidien, des choix d'investissement par exemple. Donc il y a un lien évidemment avec les thèmes qui intéressent la Cour des comptes et les juridictions et les chambres régionales des comptes. Et la transparence, elle est au fondement d'ailleurs des missions reconnues par la Constitution à la Cour des comptes, puisque vous savez que l'article 47.2 de la Constitution dit que la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle du gouvernement, qu'elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, mais elle dit aussi que la Cour des comptes, par ses rapports publics, et là on embrasse l'ensemble des rapports que publie la Cour, par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Et donc, développer la transparence, c'est au cœur des missions de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Et je crois que Michel Bouvard, tout à l'heure, a très bien fait de citer l'article 15. Tout à l'heure, Julien Veil a cité l'article 14. Il a très bien fait aussi. L'article 14 qui dit, bon, c'est la question du consentement à l'impôt, le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, mais aussi d'en suivre l'emploi. Et donc on est bien sur le thème de la transparence de la gestion. Et donc, transparence des comptes, transparence de la gestion, je pense que c'est dans ces domaines-là où il y a beaucoup a été fait, très heureusement depuis les lois de décentralisation. Encore des progrès restent à faire. Mais là-dessus, donc seulement je voudrais en quelques mots dire quel est le regard des juridictions financières. Il y a la question de la qualité de l'information, parce que transparence, c'est faciliter l'accès à l'information sur les comptes d'une collectivité, la situation financière et sa gestion. Bon, là-dessus, nous n'avons pas de contrôle à exercer. Parfois, les juridictions administratives, si on ne respecte pas des procédures de délibération au sein d'un conseil municipal, par exemple, bon, on peut saisir le préfet, il peut saisir les choses administratives, etc. Bon. En revanche, la Cour et les juridictions financières sont compétentes pour apprécier la qualité de l'information budgétaire et comptable, premier point. Et puis ensuite, il y a le contrôle de la gestion exercé par les chambres régionales des comptes, et puis au plan national par la Cour des comptes, et j'en dirai un mot. Sur l'information budgétaire, il y a plusieurs aspects. Un des aspects sur lesquels les chambres régionales sont habituées à venir, c'est celui du débat d'orientation budgétaire, qui a été un grand progrès. Moi, tout à l'heure, bon, Michel Bouvard a trahi, comment dire, pas un secret, mais un élément qui est en dehors de l'activité, bien sûr, à la Cour des comptes, mais quand j'ai été élu, les débats d'orientation budgétaire, ça commençait à être décent, enfin, ça n'existait pas et puis ça naissait. Bon, c'était vraiment à l'arraché, des grands progrès ont été faits, ça a été
bien mieux formalisé, mais néanmoins les chambres régionales constatent des lacunes encore assez nombreuses. Bien sûr, on parle des sujets dont il faut parler, c'est-à-dire les questions quels investissements sont projetés, quelle est la situation, quelle est l'évolution des dépenses, des recettes, quel est l'état de la dette. Bon. Mais les démarches prospectives sont encore lacunaires. Les critères de choix des investissements ne sont pas présentés en général de façon bien complète, et on comprend que les élus, les présidents d'exécutifs locaux veulent se réserver quand même des marges de décision entre le moment où le débat d'orientation budgétaire est mené au sein de l'Assemblée délibérante et puis le moment où vraiment on boucle le budget. Et là, il y a, nous pensons, des progrès encore à accomplir. Et ce qu'on peut d'ailleurs voir, c'est que le projet de loi NOTRe contient des avancées qui seront notables si le projet est adopté en l'état. Je pense que le fait que désormais, dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les intercommunes de plus de 10 000 habitants, on évoque lors du DOB l'évolution des dépenses de personnel, mais aussi plus profondément des rémunérations, des effectifs, c'est un élément de la transparence. La transparence, ça d'embêtant, c'est qu'on ne peut pas... c'est ou tout ou rien. Quand on commence à jouer le jeu de la transparence, eh bien forcément, les citoyens veulent aller de plus en plus loin et essayer de tout comprendre, une globalité. Bon. Si on veut apprécier l'évolution des dépenses de rémunération d'une collectivité, il faut connaître l'évolution des effectifs de la collectivité. Sans quoi on ne comprend pas. Il faut savoir quelle est la part des services qui sont externalisés pour relativiser l'évolution des effectifs, en tout cas la masse des effectifs, la masse salariale par rapport à l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Il faut même avoir des données sur les effectifs au niveau intercommunal, si on est au niveau de la commune et réciproquement, si on veut comprendre des choses. Et donc, il y a un pas intéressant, je pense, dans le projet de loi NOTRe à cet égard. Alors, l'autre élément au sein du DOB qui souvent est minoré, c'est celui sur les choix d'investissement. J'en disais un mot. Des collectivités, les grandes collectivités en général adoptent des plans pluriannuels d'investissement, des PPI, mais pas toutes ne le font à l'heure actuelle. Donc il y a encore là des progrès à accomplir. Peu pratiquent la présentation des crédits en APCP, qui est un bon moyen en fait de pluriannualiser et donc de commencer à organiser ces choix d'investissement. Et puis, encore moins de collectivités présentent des investissements, les projets d'investissement au moment du DOB, en analysant l'impact, par exemple, que les investissements auront sur les dépenses de fonctionnement, en présentant une vraie analyse des besoins qui justifie le choix d'un tel investissement. Et donc là, il y a encore beaucoup à faire. Si l'on veut bien éclairer l'ensemble des élus de l'Assemblée délibérante, bien éclairer les citoyens qui s'y intéressent, et puis, garantir que les choix seront opérés dans les meilleures conditions. Donc là, on n'est à la limite même pas sur une question de niveau de la dépense, on est sur une question d'efficience de la dépense, puisqu'on décide d'investir, faisons-le là où on est sûr que ça répondra le mieux, enfin aux besoins les plus utiles, et que ça répondra de la meilleure manière. Le projet de loi NOTRe, là-dessus, vous l'avez sans doute vu, prévoit qu'il y aura une étude d'impact pluriannuelle, mais seulement pour les opérations exceptionnelles d'investissement au-dessus d'un seuil fixé par décret. Donc on avance, mais très prudemment, dans un domaine quand même, celui de l'investissement, qui est un domaine très prioritaire. L'autre question de la qualité de l'information, et donc directement liée à la transparence, c'est celle de l'information comptable. Et là, on est bien dans les métiers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Alors, je ne veux pas tomber dans un exposé technique ou trop académique, mais c'est bien lié. Si vous voulez donner aux citoyens, aux élus, une information budgétaire fiable, il faut que les budgets reposent sur des données comptables fiables. Et là, on est à l'articulation entre nos documents budgétaires et nos documents comptables. Aujourd'hui, ce que les chambres régionales des comptes constatent très régulièrement, alors cette fois-ci, c'est qu'il y a encore des manquements, par exemple, au principe de rattachement des charges et des produits à l'exercice, c'est-à-dire d'être sûr que le résultat de l'exercice en fonctionnement intègre bien toutes les charges et les produits qui s'y rapportent. Et elles passent, j'allais dire leur temps, une partie de leur rapport d'observation à revenir sur ces sujets. Alors ça progresse, mais encore de manière insuffisante.
On a encore pas mal de dysfonctionnements et de manquements en matière de dotation aux provisions, où il y a des cas tout à fait évidents pour des contentieux en particulier, bon, où des provisions ne sont pas passées pour les montants qui devraient être, etc. Et donc, où on n'a pas, à travers les comptes, une image fidèle de la situation financière de la collectivité. On le voit aussi pour les dotations aux amortissements, qui ne sont pas toujours passées dans les conditions où il le faudrait. Des lacunes observées également en ce qui concerne la connaissance de l'actif, du patrimoine immobilier en particulier, et de l'état de ce patrimoine, ce qui est préjudiciable à une bonne gestion de l'immobilier, et donc à la recherche d'économie et de marge de manœuvre, mais ce qui est également préjudiciable, dans certains cas, au calcul des dotations aux amortissements, qui du coup ne sont pas passés au bon niveau, et donc à la régularité, la sincérité et l'image fidèle, qui sont quand même des critères essentiels de la fiabilité des comptes. Alors, ceci nous amène tout doucement à la question de la certification. Certifier les comptes, c'est une idée qui a germé, comme Michel Bouvard le disait, il y a assez longtemps, qui a avancé tout doucement. C'est une question de transparence, pas seulement. Des grandes collectivités y recourent parce qu'elles en ont besoin à l'égard de leurs banques, celles qui empruntent par le biais d'émissions obligataires, par exemple. Bon. Mais c'est également indispensable pour avoir la situation, une analyse de la situation financière la plus exacte possible. Être bien certain qu'on a des comptes réguliers, sincères, qui donnent une image fidèle des résultats de la collectivité, de son bilan, de sa situation patrimoniale. Ce que la Cour des comptes a proposé depuis quelques années dans le rapport annuel sur les finances publiques locales de 2013 et qui figure dans le projet de loi NOTRe, c'est le lancement d'une expérimentation de la certification des comptes des collectivités pour les plus grandes d'entre elles, celles dont les dépenses de fonctionnement dépassent 200 millions d'euros. Alors, encore une fois, c'est une expérimentation qui va s'étaler dans le temps. Il y a un bilan intermédiaire, un bilan au bout de 8 ans, basé sur le volontariat. On n'est pas du tout à contraindre l'ensemble des communes, par exemple, à certifier leurs comptes. Mais il n'empêche que la démarche qui est engagée pour l'objectif de certification des comptes des collectivités les plus importantes, évidemment, va faire évoluer l'ensemble des collectivités, va les faire progresser vers une fiabilité, une qualité plus grande de leurs documents comptables et budgétaires. Et pour l'instant, le projet de loi doit être voté. La Cour des comptes et la Direction générale des finances publiques commencent à travailler sur la façon d'accompagner ce mouvement. Ce sera quelque chose d'assez complexe parce qu'on a des situations aujourd'hui qui sont assez loin d'un respect satisfaisant des principes de la comptabilité générale qui permettent, dont le respect permet de certifier ou de faire certifier les comptes. Un mot également, parce qu'on est dans le prolongement de cette question, sur le cadre budgétaire et comptable qui est le nôtre. Tout à l'heure, on parlait de la complexité des documents budgétaires. Il faut bien quand même avoir à l'esprit qu'on a, dans notre pays, fait le choix pour les collectivités locales d'avoir un référentiel unique, c'est-à-dire que vous avez un budget et un compte administratif qui reprennent une nomenclature comptable. Tout à l'heure, on parlait de la M14 pour les communes, une instruction comptable, alors que ce sont des documents budgétaires. Et puis, on a le compte de gestion qui est dressé par le comptable public et puis approuvé par la collectivité, par l'Assemblée délibérante. Mais, comment dire, il n'y a pas de référentiel distinct pour l'un et pour l'autre, comme c'est le cas pour l'État, qui a des comptes tenus sur le principe de la comptabilité générale, avec le principe de droit constaté, le rattachement des charges et des produits à l'exercice, et puis une comptabilité budgétaire, où là, à la limite, je prends un exemple, c'est la logique du décaissement et de l'encaissement. Bon. Et donc, on a deux comptabilités distinctes. Ce n'est pas le cas pour les collectivités locales. Et ce qui fait que, pour le coup, on a compte administratif et compte de gestion, des documents dont aucun, finalement, ne regroupe l'ensemble des données.
Ce qui est quand même un peu embêtant pour la transparence, mais aussi pour l'évolution vers la certification, ou en tout cas l'évolution vers des documents qui donnent une vision globale de la situation de la collectivité. Et vous avez des annexes, en fait, qui ne figurent pas dans le compte de gestion, le comptable public ne maîtrise pas une série des données, etc. Donc, la réflexion a évolué. La Cour des comptes a proposé en 2013 qu'on adopte, on mette en place un compte financier unique, c'est-à-dire un seul document qui finalement contiendrait sur un versant le compte administratif, parce qu'il faut un document de type budgétaire accessible, qui soit propice au débat public, accessible aux citoyens, aux élus et sur lequel on puisse débattre. Ça ne peut pas être des documents comptables d'une grande complexité et exhaustivité, mais un autre versant avec les états financiers que comprendrait l'ensemble des documents en termes de résultats, de bilan, d'annexes, de façon à ce que là, le comptable public puisse véritablement faire le travail qui est le sien. Alors, on évolue, on avance également dans ce domaine-là, mais ce sera très utile pour l'amélioration de la transparence. Je termine sur ces questions en disant que on a également l'aspect du contrôle de la gestion, c'est-à-dire s'assurer que l'information budgétaire, comptable est d'une qualité suffisante pour faire vivre la transparence dont on parle, et puis également exercer des contrôles de gestion a posteriori pour là également informer les décideurs, les élus et puis les citoyens de la façon dont les choses se passent. Aujourd'hui, c'est vrai, les chambres régionales des comptes, en fait, leurs rapports, je pense, sont de plus en plus utiles aux collectivités, de moins en moins là pour sanctionner par une observation critique, mais de plus en plus là pour accompagner, en fait, l'amélioration de la gestion. Il faut voir l'esprit quand même que les chambres régionales des comptes, ce n'est pas des armées innombrables. Hein. On a 703 personnels de contrôle, magistrats et puis assistants, qui font du contrôle sur la France entière, enfin, y compris donc l'outre-mer, 703, et ils font l'année dernière 551 rapports d'observation définitive. Bon, donc, ils ciblent leur contrôle, il y a un roulement sur les grandes collectivités, bon, mais il ne faut pas non plus imaginer que ça suffit pour servir de garde-fou. Dans le projet de la nôtre, j'y reviens encore une fois, c'est intéressant de noter que s'il est adopté, eh bien, il y aura obligation pour le président de l'Assemblée, enfin de l'exécutif, de présenter un rapport sur les suites données au rapport des chambres régionales des comptes. Et de même, il sera désormais nécessaire que les rapports des chambres sur les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soient communiqués aux maires des communes membres et présentés devant les conseils municipaux. Donc, du coup, ces rapports auront davantage d'écho. En tout cas, les chambres font un travail de fond, de suivi de la vie des collectivités, avec un grand souci, encore une fois, de ne pas porter une appréciation sur la liberté de choix des élus. Il y a un principe d'indépendance de l'administration locale, qu'elle s'efforce de respecter, mais quand même en disant, quand les choses ne vont pas, en le faisant remarquer, en essayant de faire des recommandations constructives. La Cour des comptes, depuis 2013, publie un rapport annuel sur les finances publiques locales. Alors, nous avons voulu pallier un manque. Il y a des rapports annuels sur l'exécution du budget de l'État, des lois de financement de la sécurité sociale, mais il n'y en avait pas sur le secteur public local, tel qu'il représente 20% des dépenses locales. Et de son propre chef, la Cour a décidé de publier un tel rapport en l'élaborant avec les chambres régionales des comptes, donc alimenté par la remontée des rapports des chambres, et donc par en fait l'analyse de gestion locale concrète, et puis également alimenté par des données provenant des administrations avec lesquelles nous avons des contacts réguliers, la DGFiP, la DGCL, et puis l'INSEE, la Banque de France, etc., la Banque Postale pour des analyses sur l'évolution des finances locales, etc. Les associations d'élus locaux, bien sûr, avec lesquelles nous avons des contacts, 9 associations, des contacts très réguliers. Et donc la formation interjuridiction que je préside est composée de magistrats de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes. Toutes y contribuent
par le biais de cette formation interjuridiction. Et ce rapport a, dès 2013, mis l'accent sur la contribution plus grande, je ne vais pas relancer le débat de ce matin auquel je n'ai pas pu assister, la contribution plus grande que doivent prendre les collectivités locales au redressement des comptes publics dans notre pays. Et là, je voudrais dire, pour désamorcer des faux procès, ce n'est pas la Cour des comptes qui décide de prendre ce point de vue. Simplement, la Cour constate que le Parlement vote des lois de programmation pluriannuelles des finances locales, vote des lois de finances annuelles, en application d'engagements pris par notre pays devant l'Union européenne. Il y a chaque année maintenant, vous le savez, même plusieurs parfois programmes de stabilité dans lequel le gouvernement français s'engage sur une trajectoire de redressement des comptes publics. Et ces documents, le traité sur la stabilité, la coordination, la gouvernance au niveau européen, eh bien, prévoit qu'on inclut dans le redressement des comptes publics les finances publiques locales, et de la même manière, les lois pluriannuelles de programmation ainsi que les programmes de stabilité. Et donc, partant de là, bien, la Cour constate qu'il faut que le secteur local prenne sa part dans le redressement des comptes publics. Alors, il se trouve que l'année dernière, dans le rapport de 2014, on soulignait que l'aggravation du, je ne dis pas déficit parce que le mot irrite, mais du besoin de financement des collectivités locales avait donc 0,2 points de solde négatif, donc moins 0,2, avait contribué à dévier de la trajectoire au plan national, donc il y avait une contribution négative en quelque sorte du secteur public local. Cette année, enfin pour 2014, dans le rapport de 2015, on dira qu'elle est positive, c'est-à-dire que la réduction du solde local a plutôt facilité la tâche au plan national pour améliorer un peu, réduire un peu le déficit public. Mais il est bien certain que, sans forcément préconiser des solutions drastiques, si l'on veut que, eh bien, on atteigne les engagements, respect des engagements qu'a pris la France au plan européen, il faut que, au niveau des finances locales, il y ait une stabilisation de certaines dépenses, un ralentissement, une stabilisation, en particulier des dépenses de fonctionnement. Et donc, dans les rapports annuels de la Cour et des chambres régionales des comptes, donc le prochain rapport sera en octobre, eh bien, nous allons non pas stigmatiser des situations, non pas désigner les élus locaux comme boucs émissaires, mais simplement, et là ça rejoint vraiment le thème de la transparence, c'est pourquoi j'en parle, mais simplement faire le bilan de la situation, expliquer comment les finances locales ont évolué en 2014 avec la réduction de 1,5 milliard d'euros de la DGF, quel a été le véritable effort financier demandé aux collectivités locales, parce qu'il y a eu d'autres transferts financiers d'État qui ont augmenté, comment ont évolué et comment évolueront en 2015 les recettes fiscales, est-ce qu'elles compenseront ou pas la baisse de la DGF, et en conséquence, quel type d'effort il y aura à faire sur les dépenses de fonctionnement d'une part, les dépenses d'investissement d'autre part. Quels arbitrages il peut y avoir à faire pour un élu entre sacrifier des dépenses de fonctionnement, donc du service public quotidien, bien souvent, ou sacrifier une partie, pas forcément considérable, de ces projets d'investissement. Donc notre rapport, le rapport de la Cour, vise d'abord à faire un diagnostic partagé, si possible, de la situation, de façon à ce que, je pense, on sorte, et c'est en train de se produire heureusement, d'un jeu de rôle entre l'État d'un côté, les élus locaux de l'autre, en disant mais ce déficit public, c'est pas de ma faute, c'est l'État, etc. Mais nous finançons à hauteur de 100 milliards d'euros par an, donc bon. Mais au contraire, qu'on se mette d'accord sur le bilan et qu'on essaie de voir comment on peut trouver les meilleures solutions possibles dans l'intérêt, évidemment, des services publics et des citoyens. Voilà, merci. Je vous remercie, Christian Martin, de